Dans une interview explosive, Franklin Nyamsi fait des révélations surprenantes sur le français Lou Vialet, mettant en lumière des aspects jusque-là méconnus de sa personnalité et de ses activités. Selon Nyamsi, des détails choquants sur les relations et les choix de Vialet pourraient bouleverser l'image publique qu'il s'efforce de maintenir. Un entretien à ne pas manquer, où les coulisses du son d'une figure influente se dévoilent enfin. C'est un mensuel qui paraît ici en France de janvier 2025. Dans ce journal qui s'appelle Le Causeur, eh bien, numéro 130 de janvier 2025, à partir de la page 25 et jusqu'à la page 27, le monsieur Lou Vialet publie un article intitulé « Barkhane, le temps béni du Mali ». Barkhane, le temps béni du Mali. Donc le titre de l'article vous dit déjà que M. Lou Vialet est chargé de faire croire à l'opinion française que l'opération Barkhane, que la présence de Barkhane était la période la plus belle de l'histoire du Mali. Et que depuis que l'armée française s'est retirée du Mali, le Mali est dans les enfers. Que le Mali n'existe plus, que le Mali est même presque mort. M. Lou Vialet est chargé de présenter Barkhane, l'ère de Barkhane, comme le paradis perdu. Et aujourd'hui, présenter les victoires des forces armées maliennes, les victoires de la révolution malienne, comme étant des fictions inventées pour tromper l'opinion. Voilà le titre de l'article que cet homme a écrit. Alors, pourquoi est-ce que je commande cet article? Parce que dans cet article, comme vous allez le voir, Lou Vialet recycle toutes les techniques utilisées par les négriers, les colonialistes, les néocolonialistes et les impérialistes pour attaquer et diviser l'Afrique et pour la dominer. L'article est une reprise de toutes les techniques de domination colonialiste, néocolonialiste, testées contre les Africains depuis des siècles. Le problème de l'auteur, c'est qu'il croit pouvoir se cacher entre les gouttes, passer entre les gouttes, en faisant passer le passé néocolonial récent du Mali pour un paradis et en faisant passer l'espoir, l'espérance malienne qui est de retour pour un enfer. C'est-à-dire que Lou Vialet, c'est quelqu'un qui est là pour inverser la réalité. Pourquoi? Parce que la France-Afrique et le néocolonialisme français vivent bel et bien de l'inversion de la réalité. C'est-à-dire que ce sont des gens qui exploitent depuis 6 siècles des terres entières, qui volent l'or, le pétrole, le gaz, de peuples entiers, l'uranium, de peuples entiers, depuis des décennies, qui volent les diamants, qui volent le bois. Ce sont des gens qui pillent les réserves financières de 15 pays africains depuis plusieurs décennies, mais qui veulent passer pour des gentils messieurs qui vous dépouillent calmement. La France-Afrique, toute sa communication est basée sur la technique de l'inversion. Et avec la maxime, plus c'est gros, plus ça passe. Plus gros est le mensonge, mieux il passe. Donc, on n'hésite pas, dans la guerre informationnelle de la France-Afrique, contre les peuples africains, contre la révolution africaine, contre les panafricanistes, on n'hésite pas à mentir grossièrement. Je dis bien grossièrement. On ment grossièrement et violemment, dans l'espoir que l'éclat du mensonge soit tel qu'il paraisse plus que vraisemblable, mais carrément vrai. Quelle est la méthode que nous allons adopter pour déconstruire le minable article de ce monsieur Lou Vialet? Parce que son article, vous allez voir, c'est un article minable. C'est un article dangereux. Et normalement, cet article devrait lui valoir des poursuites judiciaires des autorités de la Confédération des États du Sahel. La justice sahélienne doit se saisir des propos tenus par ce monsieur dans cet article. Parce que ces propos ne sont rien d'autre en réalité que des incitations aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité, des incitations au génocide. Vous allez voir. Vous allez voir comment c'est tourné là-dedans, dans cet article. C'est d'une honte incroyable. Le degré de diffamation dont le scribouillard pseudo-expert africain de Paris se rend coupable dans cet article est rarement égalé dans l'histoire de la mythomanie journalistique et intellectuelle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner une première lecture complète de l'article, parce que vous ne l'avez pas lu. J'ai affiché cet article sur ma page Facebook, mais je vais vous donner une lecture complète de l'article et je vais revenir pour déconstruire l'article paragraphe par paragraphe, parce que chaque paragraphe de cet article est faux. Tout est faux.
dans cet article, il n'y a pas un seul paragraphe véridique. Il n'y a pas un seul paragraphe qu'on ne puisse pas prendre un défaut contrefactuel. Pas un seul. Et c'est cela qu'ils appellent la guerre informationnelle contre les panafricanistes, la guerre informationnelle contre les régimes qui ont dit non au néocolonialisme français et à l'impérialisme occidental et moyen-oriental. Vous comprenez? Voici ce qu'il écrit. Barkhane, le temps béni du Mali. Le départ des soldats français déployés au Mali a permis à la Russie de s'implanter au cœur du pouvoir. En soutien à la junte militaire, les mercenaires de Wagner ont instauré un régime de terreur en systématisant massacres et pillages dans certaines régions. Notre envoyé spécial a rencontré des survivants de cette épuration ethnique. Ça, c'est le chapeau de l'article. Ça vous annonce tout. La suite. Il n'y aura bientôt plus de soldats français au Sénégal, déclarait fin novembre le président sénégalais. En 2 ans, l'armée française a battu en retraite du Mali, du Burkina Faso et du Niger, cédant à la pression des régimes affidés à la Russie, qui ont pris la France comme bouc émissaire de leurs propres difficultés. Elle s'apprête désormais à plier bagages du Tchad, du Sénégal, et ses effectifs diminueront en Côte d'Ivoire et au Gabon. Ce déclin accéléré de la puissance militaire française en Afrique n'est pas le fruit d'une stratégie pensée et planifiée par le président Macron, mais le résultat d'un attentisme qui a fini d'anéantir l'autorité de la France. Depuis la fin de l'opération Barkhane, près de 200 civils ont été auditionnés. Tous ont vécu l'arrivée de Wagner au Mali comme un basculement dans l'horreur et regrettent le départ du protecteur français. Chômeurs, étudiants, bergers, comptables, gardiens, pompistes, infirmiers ou mères au foyer, ils vivaient dans des communes sécurisées par Barkhane, au centre et au nord du pays. En plus de permettre de retrouver leur influence et aux mercenaires russes de s'implanter au Sahel, le départ des Français a également provoqué une hausse massive de l'immigration. La plupart des victimes de Wagner ont émigré dans des pays limitrophes, en Afrique du Nord et en Europe. Leurs témoignages sont aux antipodes des diatribes des putschistes de Bamako qui, avec une rhétorique volontairement dégagiste et anticolonialiste, ont causé le départ de la France. Ces victimes sont les seules sources vivantes capables de témoigner du régime de terreur instauré par les Russes. À les écouter, on comprend dans quel but la France a été instrumentalisée par le régime de Bamako et comment le Sahel est devenu le nouveau théâtre de la stratégie du chaos, piloté par Moscou aux portes de l'Europe. Citation. La terreur russe au Mali racontée par ses rescapés. Citation. Ça a été si rapide. Les Wagner sont venus dans mon village accompagnés de militaires maliens. Sans rien chercher à comprendre, ils ont envoyé tous les hommes qu'ils trouvaient loin du village pour les exécuter. Ensuite, les femmes ont été choisies comme des mangues sur le marché. J'ai été par 5 Russes pendant 2 heures. Fin de citation. Mariam, 27 ans, malienne et touareg. C'est magnifique, hein? Ça, c'est un joli roman de science-fiction. Ce Louvialet, il a des talents. Il devrait migrer, hein, vers le roman de science-fiction. Il aurait de très grands succès dans ce domaine. Continuons à lire les incongruités, les insanités inventées dans son cerveau. Les victimes de Wagner sont des survivants. Rencontrer les mercenaires russes a été un choc, puis un cauchemar. Youssouf, 23 ans, ne peut se départir de l'image de ces bergers morts, brûlés vifs à 10 mètres de sa cachette. Rissa, 16 ans, tout ça sort de la tête de Louvialet, hein, le romancier, le nouveau romancier de la France-Afrique à Paris. Rissa, 16 ans, a vu des soldats maliens le cadavre de son frère à la machette et a mangé le cœur et le foie devant l'excitation et les rires des soldats blancs. Ça, c'est du Louvialet au travail. Un excellent mythomane de presse. On peut continuer? L'apparition des mercenaires est synonyme d'épouvante. On les a entendus débarquer sur des hélicoptères la nuit, ou vu arriver en trombe sur des pick-up, percutant enfants, femmes et vieux, se trouvant sur leur route. Certains racontent le bruit des balles et les corps tombant comme des mouches alors qu'ils faisaient leur course au marché.
Les rescapés qui ont simplement croisé leur chemin en brousse ont été puis laissés pour morts. Ça ressemble à la description d'une scène de crime de guerre de l'armée française pendant la pénétration coloniale. C'est très marrant. Lou Vialet, il s'est contenté d'aller lire les récits des crimes de guerre de l'armée française et il les a transposés pour essayer, eh bien, de diaboliser l'armée russe et les alliés africains de l'armée russe. Ça fait pitié, hein, parce que ce qu'il vient de dire là, c'est une scène de crime de guerre de l'armée française, c'est assez banal. Il faudrait regarder et écouter le film de René Vauthier. Bon, continue à lire le roman de Lou Vialet. C'est trop marrant, il est en train d'écrire les crimes de l'armée française. Et il les attribue à l'armée malienne. Ça fait pitié. Le paragraphe que je viens de lire là, il vous décrit exactement la pénétration coloniale française en Afrique. C'est comme ça qu'il faisait. Que faisait? Remplaçons un peu, juste un peu. L'apparition des soldats français est synonyme d'épouvante. On peut l'écrire ou pas? Pour les Africains qui ont été l'objet de crimes coloniaux et de crimes de guerre français. Ce paragraphe s'applique. Écoutez. On a vu les soldats français débarquer sur des hélicoptères la nuit, où on les a vus arriver en trompe sur des pick-up, percutant enfants, femmes et vieux, se trouvant sur leur route. Ça, c'est vrai, c'est ce que les Africains ont vécu. Hein? Au Cameroun, par exemple, où ils ont massacré 1 million de personnes. C'est ce qu'ils ont fait. Certains racontent le bruit des balles françaises et les corps qui tombaient comme des mouches. Ah oui, pour tuer 1 million de personnes au Cameroun, il fallait vraiment tirer sur le tas. Alors qu'ils faisaient leur course au marché, les rescapés qui ont simplement croisé leur chemin en brousse ont été torturés puis laissés pour morts. Oui, mais c'est comme ça que Oumioba a été tué. C'est comme ça qu'Oumioba et ses compagnons ont été tués, non? Le 13 septembre 1958. Et 1 million de Camerounais. C'est comme ça que des dizaines de milliers d'Algériens, des centaines de milliers d'Algériens ont été massacrés, non? C'est ce qui s'est passé à Madagascar, non? C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais ce Lou Vialet, c'est incroyable, il n'a même pas eu besoin d'aller chercher loin, il est allé prendre des descriptions de la pénétration coloniale française et il veut les faire porter aux Russes qui n'ont jamais colonisé l'Afrique. C'est triste, hein? Bon, allez, je continue la lecture. Les incursions sanglantes relatées par les victimes de Wagner sont comparables à des razzias. Si la durée des attaques diffère selon les communes, leur structure comporte toujours 3 invariants: massacres et pillages. C'est exactement ce que l'armée française a fait en Afrique. Mais Lou Vialet, il a la mémoire courte ou quoi? Ils mettent tout ça sur Wagner, mais quel que soit ce que vous mettez sur Wagner, ça ne vaudra jamais ce que l'armée française a fait en Afrique. Et il n'y a toujours pas de procès, il n'y a toujours pas de réparation, il n'y a rien. Hein? Les actions commises à leur départ s'apparentent à une politique de la terre brûlée, puits et réserves d'eau, récolte ou maisons incendiées, bétail volé ou abattu, cadavres piégés à l'explosif. Astaghfirullah. On dirait la guerre d'Algérie, la guerre coloniale de la France en Algérie. Mais c'est marrant, hein, ce Lou Vialet, là, il est vraiment marrant. C'est vraiment c'est un pasticheur, c'est un tricheur, hein, c'est un copier-colleur, un copieur-colleur, hein, des grands paragraphes de description de la barbarie coloniale. Purification ethnique et conquête du territoire, l'autre mission de Wagner au Mali. La présence des mercenaires russes au Mali, selon Lou Vialet, est souvent présentée comme la conséquence d'un pacte avec le régime de Bamako, au terme duquel la junte malienne chercherait à sécuriser son pouvoir en échange de concessions minières et d'un renforcement de la lutte contre les... Cette lecture est largement incomplète. Les paramilitaires de Wagner représentent une assurance vie pour la junte bamakoise et leur accès privilégié aux mines du Mali a été bien renseigné. Cependant, une autre mission semble leur avoir été assignée, la conquête des territoires du centre et du nord par l'épuration ethnique. Il suffit de s'attarder sur la géographie de leurs crimes, l'origine de leurs victimes et l'histoire du Mali pour comprendre que la barbarie de Wagner n'a rien d'aléatoire. Leurs cibles sont principalement issues du centre et du nord du pays, de contrées éloignées de la capitale, peuplées de Peuls, Sonrail, Bozo, Dogon au centre, Maures et Touaregs au nord. À l'inverse, les populations du sud sont des Bambara, ethnie de Bamako, Malinké, Soninké, sud-ouest et Sénoufo, sud-est. Depuis son indépendance, la République du Mali n'est indivisible que sur le papier. Depuis son indépendance, la République du Mali n'est indivisible que sur le papier. Ça, c'est ce que dit Lou Vialet. Vous voyez son objectif, non? Ok.
Qu'est-ce qu'il dit encore là? Sur le papier de sa constitution, dans le centre du pays, les conflits entre Bozo, Dogon et Peul ont perduré et les populations arabo-berbères du Nord n'ont cessé d'exprimer leurs différences en s'organisant pour obtenir indépendance ou autonomie. La junte bamakoise cherche à instaurer un pouvoir favorable au peuple du Sud et à étendre son hégémonie dans le reste du pays en excitant les tensions interethniques entre les Peuls au centre et en purgeant les populations Maures et Touareg au nord. Ça, pour écrire ça, il faut ne pas connaître le Mali, quoi. C'est une honte. Quelqu'un qui connaît le Mali ne peut pas écrire un tel paragraphe. Cette politique d'épuration ethnique n'est pas seulement rapportée par les victimes directes de la junte et de leurs bras armés russes qui se disent ciblés, pourchassés, diabolisés. Elle est aussi attestée par ceux qui ont échappé à la mort car ils n'étaient ni Peuls, ni Maures, ni Touareg. Tous mes voisins et mes amis Peuls ont été obligés de s'enfuir. Ils savaient qu'ils risquaient leur vie en restant ici. La lutte contre est devenue un règlement de compte. Fin de citation, témoigne Ladji, 32 ans, Bambara, issu d'un village du centre-est et du cerveau de Louvialet, où régnait la paix entre les ethnies. Samba Sonrai, issu d'une commune du cercle de Djéné et du cerveau de Louvialet, raconte, citation, « Mon ami Tamashek a été tué chez lui et sa femme, tué par les Wagner. Il n'a rien fait. Son seul tort est d'être né avec la peau blanche. » Fin de citation. Quel bon romancier, ce Louvialet. Un vrai loup qui rôde et qui essaye de jeter les communautés africaines les unes contre les autres parce qu'ils ont perdu le contrôle et le droit de piller le Mali. Ces néocolonialistes français. Quelle honte. Lisons la suite. La systématique des femmes Peuls et Touareg rapportée par les rescapés de Wagner relève eux aussi de l'épuration ethnique. Nombre de ces Peuls ont donné naissance à des enfants dont l'existence est un tabou. On les appelle les bébés Wagner. Mais les bébés Wagner sont aussi une belle invention de Louvialet. Ce sont les bébés Louvialet. Louvialet, vous avez aussi vos bébés. Ils sont pleins dans votre tête. Comme leur couleur de peau et leurs traits rappellent l'infamie qui a présidé à leur naissance, ils sont élevés dans le secret. Les bébés Wagner. Les bébés Wagner sont élevés dans le secret du petit cerveau de Louvialet. Ils sont cachés dedans. Ils sont planqués dans son petit cerveau. Tapotez massivement et écrivez Good Life, puisqu'ils veulent attaquer le live. Tapotez massivement et écrivez Good Life, me rapportent mes modérateurs. Écrivez Good Life et tapotez massivement, mes chers amis. Puisqu'ils veulent nous empêcher, eh bien, de déconstruire leur mythomane. Tapotez Good Life. Good Life. Et tapotez massivement, écrivez Good Life. Good Life. Write it massively. Approuvez le programme. Ils sont en train de souffrir. D'accord? Donc, tapotez bien Good Live afin que nul n'ignore que ce programme est largement plébiscité par l'opinion. Continuons de lire la littérature fadasse de M. Louvialet. Alors, je dis que je continue à le lire, hein, dernière page, page 27. Si l'hostilité des victimes à l'endroit du régime putschiste est immense, elle est sans commune mesure. Je n'ai même pas besoin de ce micro. Elle est sans commune mesure. Si elle est immense, elle est sans commune mesure avec la haine qu'ils nourrissent pour les maîtres d'œuvre de l'épuration. En effet, contrairement à la vision véhiculée par Jeune Afrique ou Le Monde, les Russes ne sont pas des supplétifs de l'armée malienne. C'est l'inverse. Sur le terrain, ce sont les paramilitaires russes qui dirigent les opérations. Mais Louvialet, il n'y a qu'à dire que c'est Vladimir Poutine qui est assis au palais de Koulouba. Hein? Parce qu'on a refusé de recevoir votre champion Emmanuel Macron, vous pleurez, vous pleurnichez dans la presse. Oh, dites que c'est Vladimir Poutine qui est assis au palais de Koulouba et qu'on quitte ici.
Hein, Poutine n'a pas le temps de gouverner la Russie, c'est lui qui gouverne le Mali. Mon œil. Non, mais et quand j'ai lu ça, j'ai eu pitié de l'opinion française qu'on gave avec ces torchons. Écoutez, il continue. C'est l'inverse. Sur le terrain, ce sont les paramilitaires russes qui dirigent les opérations. Les FAMA, forces armées maliennes, ne sont là que pour les seconder, au même titre que les confréries de chasseurs d'Ozo et d'Ogon, avec lesquels ils pourchassent les peuls dans le centre du pays. Ça, c'était un romancier sanglant, ce Louvialet. Il ment comme il respire. Et puis, non. Continuons à lire ça. Ça fait mal aux yeux. S'ils commettent aussi des crimes de guerre, les FAMA sont décrits comme des éléments subalternes, obéissant aux ordres des Blancs, entre guillemets, et relégués aux fonctions de traducteurs ou de guides. Wagner a droit de vie et de mort sur les militaires maliens. N'importe quoi. En cas de désaccord, ils sont exécutés par les mercenaires russes, comme à Anefis où Ahmad, 22 ans, surgit tout droit du cerveau de Louvialet, a assisté à l'exécution de 6 soldats maliens qui avaient désobéi à leur maître russe avant de s'enfuir en Tunisie. Le fameux Ahmad, inventé par Louvialet, un personnage de roman, qui aurait assisté à l'exécution de 6 soldats maliens par l'armée russe. Ça fait pitié, hein? Et il écrit ça, il publie ça à Paris. Il publie ça à Paris. Cette merde-là, il publie ça à Paris. Hein? Maintenant, avant-dernière partie, la nostalgie de la France et des années Barkhane. Là, Louvialet va nous parler de comment les Maliens pleureraient et, oh là là, regretteraient le bon vieux temps quand la France était là, quand l'armée française était là. Qu'est-ce que c'était bien! Bon, écoutons Louvialet, le romancier du paradis néocolonialiste. Tous les civils interrogés ont souvent, avec ferveur, affirmé être favorables au retour de l'armée française au Sahel. Astaghfirullah. Ça, c'est les civils qui sont dans sa tête, ou bien c'est les civils qui sont au Mali. Il les a vus où? En rêve ou dans la réalité? Ah, on peut faire ça? On peut être mythomane comme ça? Bon, laissons-le continuer. Combien d'entre eux avaient manifesté sous la bannière France dégage, jeté des pierres sur les convois militaires de l'armée française ou simplement contribué au sentiment de lassitude qui a précédé le retrait de Barkhane? Impossible de le savoir. Depuis le départ de la France, les perceptions ont changé et les soldats français appartiennent à une époque révolue, évoquée avec nostalgie. Citation. Wagner a détruit 9 ans de paix rétablis par Barkhane. J'ai grandi dans la sécurité, je bénis ce temps-là aujourd'hui. Fin de citation. Résume Aïcha, une Tomonaise sortie du cerveau de Louvialet, de 25 ans, réfugiée en Mauritanie. Chaque fois qu'il veut mentir, il fabrique une personne imaginaire qu'il a rencontrée hors du Mali, c'est-à-dire dans sa tête à lui. Puisqu'il n'est jamais venu au Mali, ce Louvialet menait une enquête. Monsieur invente ses personnages, il leur prête des phrases. Ce gars devrait aller se consacrer à l'écriture romanesque ou théâtrale. Ça ira. Mais quant au journalisme ou à l'analyse politico-scientifique, zéro pointé. On continue. L'arrivée des mercenaires a marqué une rupture si violente que toute mention des Français ranime des souvenirs insignifiants, voire pénibles, mais qui, en comparaison des atrocités commises par la suite, ont pris une valeur positive. Et quand on pense aux Français, on ne pense qu'au positif. Même un simple contrôle de routine effectué par une patrouille française devient un souvenir heureux. Hein? Le colonialisme heureux, le néocolonialisme comme paradis pour l'Afrique. Voilà ce dont rêve l'individu Louvialet, un véritable loup néocolonialiste. Citation. Et il va prêter à un personnage imaginaire l'amour des arrestations françaises. Quand il t'arrêtait, il te demandait les pièces d'identification, passait tes doigts dans leur machine et te posait des questions sur ton voyage. Ils étaient humains et respectueux, les Français. Pas des assassins comme Wagner. Fin de citation. Se remémore Camis, 32 ans, sorti du cerveau de Louvialet, qui a quitté son village des environs de Gao pour Abidjan, chez Ouattara. Oh là là, mais Louvialet, c'est grave, quoi. Il choisit toujours de placer ses personnages imaginaires dans l'espace où, précisément, les traîtres à l'Afrique sont les maîtres. Il les place en Mauritanie, il les place en Côte d'Ivoire, il les place en France, il les place en Tunisie, il les place en Algérie. Ces personnages sont toujours dans des coins comme ça, hein, qui sont tenus par les ennemis de la liberté de l'Afrique. Astaghfirullah. Louvialet. On peut faire ça.
On peut faire ça? Peut-on mentir avec autant de courage, sans avoir même des douleurs linguaires, des douleurs labiales? C'est pas possible. Bon, allez, continuons à lire cette bouillabaisse. Il continue. Dans les esprits, Barkhane est aujourd'hui l'anti-Wagner. Aussi, les soldats français sont-ils parfois qualifiés de saints? S-A-I-N-T-S. Il a écrit ça. Il a écrit ça, ici, là. Qu'au Mali, actuellement, les soldats français sont qualifiés de saints. S-A-I-N-T-S. Ou assimilés à une armée, ils sont assimilés à une armée humanitaire, tandis que les mercenaires russes sont comparés à des sauvages. Ah! C'est-à-dire que, du point de vue de Louvialet, Daesh est quelque chose d'acceptable. Daesh a des qualités comparables à celles de l'armée française. Alors que l'armée russe, c'est pire que Daesh. C'est pire que l'armée française. Hein? On comprend pourquoi ils se sont tous rapprochés du qui a pris le pouvoir à Damas et qu'il lui caresse le poil dans le sens du poil. On comprend mieux. Ah, donc Daesh est mieux. Daesh, ceux qui ont assassiné plus de 130 Français le 13 novembre 2015 à Paris, ils sont mieux que les soldats russes qui n'ont pas tiré sur les soldats français, qui ne sont pas venus tuer des Français en plein Paris au Bataclan. Daesh est meilleur que les soldats russes. Ah oui, c'est ce qui est écrit ici à la page 27. Les soldats russes sont des qui sont pires que Daesh. Massacres et villages perpétrés par les Russes et pillages perpétrés par les Russes ont magnifié les services rendus aux locaux par les Français. Oui, les Français qui, bien sûr, n'ont jamais massacré, pillé. Jamais. Ah non, ça, jamais. Ils ne font pas ça. Donc, ce n'était pourtant pas le cœur de mission. Les témoins n'ont pas oublié les programmes d'aide sociale de la France, les aides aux micro-entreprises de la France, l'installation de châteaux d'eau de la France, la création de barrages de la France, les dons de médicaments, de vêtements, de nourriture et des fournitures scolaires de la France, la plantation d'arbres de la France, dans des écoles jusqu'aux tournois de football de la France, organisés ponctuellement avec les adolescents. Oh, quelle belle période! Oh là là, j'écrase une larme. Oh là là, qu'est-ce qu'elle nous manque! La belle période des colonies. Ah non, Louvialet. Dans la vulgarité néocolonialiste grossière, on avait rarement fait mieux. Si l'idée d'un retour de Barkhane suscite un enthousiasme unanime parmi les rescapés de Wagner, ils n'y croient guère. Ils n'attendent plus grand-chose de la France. Les conditions de retrait de Barkhane ont marqué les esprits et l'arrivée de Wagner a profondément modifié la perception de la puissance française. Citation, les Européens sont lâches et ont peur de la Russie. Fin de citation, regrette Abdoul, sorti du cerveau de Louvialet. Citation encore, ils ont plié bagages comme s'ils étaient un pays du tiers-monde et non une puissance mondiale. Fin de citation, soutien Ramata, sorti du cerveau de Louvialet. Ha! Mon Dieu. Frères et sœurs, ils ont quitté Kidal pour l'Algérie. Voilà encore le pays où ils sont. Ceux qui témoignent pour Louvialet sont toujours dans des pays où on sait que ce sont les malfrats qui sont protégés. Hein? Là, il les place en Algérie. Hein? Ramata. Ramata est qui là? Ramata est... Hein? Ramata et son soi-disant frère sont en Algérie. Hein? Ramata et Abdoul sont en Algérie. Mais qui peut témoigner en bien pour le Mali en étant protégé par le régime le régime parrain de qui a en Algérie, d'Abdelmajid Tebboune. Mais ce Louvialet, c'est vraiment un amateur, même dans la mystification. Vraiment, c'est bête de sa part, quoi. Il aurait dû placer ces personnages dans des pays amis du Mali, par exemple, hein, pour essayer de leur donner une vraisemblance. En disant, on les a interrogés au Burkina, on les a interrogés au Niger. Hein. Peut-être qu'il aurait pu semer un peu plus de doute, parce que ce sont des pays qui sont dirigés par des dirigeants amis du Mali. Mais non, il choisit exactement les pays qui sont en réalité les bases arrières. Et il s'en va interroger les
soi-disant donc rescapés de la tragédie malienne, qui ne sont rien d'autre que en fait les compagnons de... mais en fait qui ne sont rien d'autre que des personnages imaginaires qu'il a créés dans sa propre tête, et puis il essaye de présenter cela comme une enquête. On continue. Le sentiment anti-français est volatile et ne peut définir une politique africaine. Ça, c'est la dernière partie. En 2 ans, le Sahel est devenu le foyer d'une mutation géopolitique majeure, menaçant directement l'ordre de sécurité européen. Le départ de la France a permis à la Russie, puissance hostile, de s'implanter au cœur d'États fragiles, situés dans le grand voisinage de l'Europe. Libye, Mali, Burkina Faso et Niger. La montée du chaos dans ces dominions russes profite au régime de Moscou, garantit le pouvoir de ses alliés africains et menace la stabilité de l'Afrique et de l'Europe. Coucoulicou. Les diplomaties françaises et européennes focalisent leur attention sur la guerre à l'Est et se sont détournées de la guerre non conventionnelle menée au Sud par la Russie. Le sentiment anti-français dont la presse internationale, les services de propagande de Wagner et les régimes hostiles de la France se sont en fait les échos est une donnée changeante, variable, éphémère. Il ne peut représenter la clé de voûte de notre politique africaine. Fin de citation. L'individu se présente comme journaliste, géopolitologue, directeur du contrepoison.fr. Il ne mérite aucun de ces titres, peut-être seulement contre son soi-disant contrepoison qu'il dirige. Mais journaliste, non. Géopoliticien, géopolitologue, non. Ce que j'ai lu là ne relève ni du journalisme ni de la géopolitique. Maintenant, je voulais vous donner une première lecture brute, mais comme je ne voulais pas courir le risque qu'on prenne des extraits de cette première partie et qu'on les publie comme si j'étais en train de soutenir le point de vue que je lis, j'ai de temps en temps ponctué ma lecture par de l'ironie contre l'auteur pour que cette partie ne soit pas utilisable comme si j'étais en train de faire la propagande et la diffusion massive de son article. Vous devez comprendre pourquoi je m'arrêtais souvent pour le tourner en bourrique. Pour qu'on sache très bien que ce n'est pas mon point de vue. Je suis juste en train de donner lecture d'une imposture. D'accord? Dans une récente déclaration, Lou Vialette a affirmé que l'armée française avait joué un rôle crucial dans le sauvetage de l'Afrique, notamment du Mali, à travers l'opération Barkhane. Il soutient que cette intervention militaire a été un acte héroïque permettant de stabiliser une région en proie à des groupes. Vialet insiste sur le fait que l'armée française a agi en soutien aux nations africaines, contribuant à la sécurisation du Sahel face à la menace islamiste. Toute cette vision semble négliger les conséquences à long terme de ces interventions étrangères et leur impact sur la souveraineté des pays africains concernés. En me positionnant en faux par rapport aux propos de Lou Vialet, je soutiens fermement l'analyse de Franklin Nyamsi, qui critique l'ingérence de la France en Afrique. Selon Nyamsi, l'opération Barkhane n'a pas seulement échoué à apporter une véritable stabilité, mais elle a également exacerbé les tensions locales et renforcé la dépendance des pays africains vis-à-vis de la France. Loin de sauver l'Afrique, cette intervention a souvent été perçue comme une continuation du néocolonialisme, imposant des solutions extérieures aux problèmes internes sans prendre en compte les aspirations des populations locales. De plus, l'armée française a souvent été accusée de ne pas avoir pris en considération les dynamiques régionales, voire de soutenir des régimes autoritaires, au détriment de la démocratie et des droits de l'homme. En conclusion, les déclarations de Lou Vialet doivent être analysées avec un regard critique. Loin de rendre un service à l'Afrique, l'intervention militaire française, en particulier dans le cadre de l'opération Barkhane, a souvent agi contre les intérêts à long terme des peuples africains. Le soutien de Franklin Nyamsi à une souveraineté africaine véritable et à la recherche de solutions locales et autonomes semble être la voie la plus juste pour un développement durable et une véritable paix sur le continent.